Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, plein de super trucs, notamment parce que cette semaine, on célèbre en grande pompe les 60 ans des Avengers. La plus grande équipe de l'univers Marvel, fête ses 60 ans et on a un bon parterre de grands albums qui nous sont sortis par Panini Comics pour célébrer tout ça. Donc, je ne vous fais pas plus attendre et on commence tout de suite. Et on va commencer avec la nouvelle collection à petit prix de Panini Comics qui va revenir sur des grandes sagas des Avengers à travers l'histoire, qui va revenir sur toutes les époques les plus iconiques de l'équipe, en commençant d'abord avec les origines, tout simplement, dans les années 60, par Stanley Jack Kirby, qui va voir le perfide Loki manipuler d'autres grands héros de Marvel pour affronter son frère Thor, mais après s'être foutu pas mal sur la gueule, les héros vont se rendre compte qu'ils n'ont aucune raison de se combattre et vont plutôt affronter Loki et défaire ses sombres engences. Et à partir de là, ils vont se dire que pour les grandes menaces, il est peut-être bon de créer une équipe pour avoir un petit peu plus de force, un peu plus de puissance et un petit peu d'appui. Et malgré le fait que Hulk va partir assez vite de l'équipe, cette dernière va s'enrichir de nombreux grands héros par la suite, notamment Captain America, qui va revenir de manière très triomphante dans le 4e chapitre, d'une volonté des auteurs après la mort de JFK, pour faire renaître un grand symbole américain dans ces heures sombres, et ça va lancer maintenant tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et va forger le destin un petit peu de l'univers Marvel. La particularité des Avengers à leur début, c'est que ça va beaucoup permettre de mettre en avant des personnages beaucoup plus secondaires de Marvel. Iron Man, Hulk, Thor, c'était pas forcément les grosses stars de l'époque, et justement avoir une série d'équipes va permettre de les mettre en avant et de les faire monter en popularité, et c'est une sorte de recette qui va se répéter pour les Avengers au fur et à mesure du temps. On va inclure beaucoup de personnages qui sont un peu moins connus des lecteurs, justement pour les faire découvrir, et après leur donner chacun des petites séries pour leur permettre de vivoter un petit peu plus et de faire entendre leur voix. Donc voilà, toujours un récit très efficace, tout dessiné de main de maître par Jack Kirby. On enchaîne ensuite un petit peu plus tard dans les années 80 avec La Nuit des Wandagore, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, et qui va avoir des chamboulements assez importants pour l'équipe. Parce que dans les années 80, les Avengers, ils se sont beaucoup étendus. Il y a beaucoup de membres, et on a un petit peu du mal à s'y retrouver. Et le gouvernement américain qui a mis les Avengers sous tutelle assez récemment, en a un petit peu marre et veut faire le ménage, et va donc décider de réduire à 7 le nombre de personnages. Du coup, on va voir des départs assez déchirants, l'équipe se restructurer, commencer à fonctionner un petit peu différemment, voir comment être à la fois à la solde des États-Unis et faire le mieux, le bien autour d'eux. Et tout ça va être pas mal bouleversé quand on va commencer à apprendre les origines secrètes des jumeaux Maximoff, de Wanda et Pietro, qui ont des origines, disons, assez particulières et assez sombres, qu'on va commencer dévoiler dans ce volume-là. C'est scénarisé par David Michelinie, qu'on connaît surtout pour son grand run sur Iron Man ou sur Spider-Man, co-créateur de Venom avec Todd McFarlane, et c'est dessiné par le grand John Byrne, qui pose ici des bases sur le personnage de Wanda Maximoff, qu'il utilisera beaucoup plus tard dans sa série des West Coast Avengers, et qui seront repris par Brian Michael Bendis au début des années 2000 avec Avengers et Séparation, House of M, etc. C'est ici qu'on commence à planter les graines de la folie de Wanda. Donc un volume assez important pour l'histoire de l'équipe et pour l'histoire de Marvel en règle générale, et c'est en plus une très très bonne histoire qui joue beaucoup sur les relations interpersonnelles entre tous les membres de l'équipe. Donc c'est assez savoureux et toujours mis en scène de brio par John Byrne. On continue un petit peu dans les années 80 avec un volume que moi j'apprécie particulièrement, qui est Avengers État de siège par Roger Stern, et John Buscema, une des meilleures histoires jamais racontées sur les Avengers. On va voir comment le Baron Zemo et les Maîtres du Mal vont attaquer l'équipe au plus profond de leur intimité, au cœur de cette dernière, en faisant un assaut sur la maison, sur le manoir des Vengeurs, et commencer à détruire un petit peu tout sur leur passage. Les héros vont donc être détruits et meurtris dans leur intimité la plus profonde. Et c'est vraiment fantastique. Roger Stern, du coup, il y avait un omnibus qui était sorti assez récemment sur Spider-Man. Et comme je vous avais pu le dire à l'époque, c'est un auteur que je trouve très humain dans sa caractérisation des personnages, et qui cherche toujours à nous montrer surtout le côté très terre-à-terre de ces héros. Et ça fonctionne vraiment du feu de Dieu dans ce Avengers État de siège, avec des moments très touchants et très poignants.
toujours mis en scène bien, par un John Buscema, vraiment au top de sa forme, ici en plus ancré par le regretté Max Farmer, qui était un des plus grands encreurs bien, de son époque. On enchaîne ensuite sur quelque chose de tout aussi culte et de tout aussi épique, c'est Avengers Ultron Unlimited de Kurt Busiek et George Pérez. Du coup, ici, on se retrouve à la fin des années 90 et du début des années 2000, justement après la grande saga Heroes Reborn et Onslaught, qui avait vu les Avengers bien, mourir et être ressuscités dans un univers parallèle créé par Franklin Richards. Du coup, pendant Heroes Reborn, on a vu un petit peu une sorte de réinvention qui n'a pas trop fonctionné, et du coup, les Avengers reviennent dans le monde Marvel classique, et c'est au scénariste Kurt Busiek et George Pérez aussi également, de s'atteler à faire ressusciter cette grande épique. Kurt Busiek à l'époque, il s'était rendu célèbre en réalisant le volume Marvels avec Alex Ross, qui revisitait tous les débuts de l'univers Marvel, mais du point de vue d'un journaliste, qui montrait déjà sa grande connaissance de l'histoire de la bande dessinée américaine. Et ici justement, il va nous montrer toute la passion qu'il a pour ces personnages-là, dans cette histoire vraiment particulièrement épique où les Avengers affrontent Ultron, toujours bien soutenu par un George Pérez vraiment au feu, qui fait du feu de Dieu, quoi. C'est vraiment magnifique, avec toujours des détails absolument incroyables, somptueux, et avec une équipe assez originale qui va chercher dans des grandes têtes d'affiche et dans des personnages très inconnus. Donc ça fonctionne vraiment super bien, et il y a vraiment beaucoup de panache, et c'est une histoire qui avait pas mal inspiré le film en fait Avengers l'ère d'Ultron. Donc voilà, pareil, un moment très important et très très cool pour l'équipe. Ensuite, on se retrouve plus milieu des années 2000 avec les Dark Avengers de Brian Michael Bendis et Mike Deodato Jr. Excusez-moi, j'avais un petit trou. Du coup, une histoire qui va se situer après le grand crossover Secret Invasion, durant lesquels les Avengers ont découvert qu'une invasion secrète des Skrulls s'était advenue en fait sur Terre, et que beaucoup des grands héros avaient été remplacés depuis moultes années, et ça va être un moment extrêmement difficile qui va meurtrir vraiment la confiance du public en fait envers les héros, et la personne qui va ressortir vraiment gagnante de cette crise, c'est Norman Osborn, le bouffon vert, qui à ce moment-là chef des Thunderbolt, et qui va être disons aux yeux du monde le vainqueur de cette crise, et qui va du coup reprendre les rênes du Shield et va créer, disons, à sa place le Hammer, et reformer une nouvelle équipe d'Avengers composée pratiquement que de criminels, avec le Scorpion qui à l'époque possède le symbiote Venom qui va remplacer Spider-Man, on a Bullseye, l'ennemi de Daredevil, qui va remplacer Œil de Faucon, etc. Et avec évidemment Norman Osborn en éminence grise de tout ça, et c'est une série moi que je trouve vraiment fantastique, mon passage préféré de Bendis sur les Avengers, parce que je trouve qu'il arrive à écrire de manière absolument délectable un Norman Osborn vraiment sur la faille, qui est à la fois maître de la situation, mais qui en même temps à chaque instant peut complètement sombrer, peut faire ressortir sa double personnalité du beau fond vert, et qui surtout doit tenter de gérer le personnage de Sentry, qui est persuadé qu'il est un bon gars, que Norman Osborn est quelqu'un de bon, qui s'est repenti, mais qui à tout moment peut découvrir toutes les manigances du personnage, et avec la force herculéenne de Sentry, ça peut très vite partir en vrille, surtout que Sentry est lui-même schizophrène. Donc du coup, il y a une relation assez particulière qui se noue entre les deux, un parallélisme bien trouvé de la part de Bendis, et qui fait de Sentry une sorte de bombe à retardement pour toute l'équipe. Donc moi, je trouve que c'est vraiment mortel, et je vous conseille de lire les Dark Avengers si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, on termine avec le 6e volume, avec le monde des Avengers de Jonathan Hickman, Adam Kubert et de Jerome Opeña, qui est du coup le début de la grande saga de Jonathan Hickman sur les Avengers et sur l'univers Marvel en règle générale, qui mènera à sa fin au grand crossover Secret Wars, et dans lequel on va apprendre que le multivers se meurt, que les créateurs en fait du multivers, les Beyonders, sont en train de faire table rase absolument de tout ce qui a jamais existé, et souhaitent repartir de zéro, et pour ça exterminent des mondes. Et ça, les Avengers vont commencer à l'apprendre et ne vont pas rester insensibles, et vont faire tout ce qu'ils peuvent pour l'arrêter.
ça va coïncider avec un moment où Tony Stark va créer ce qu'il appelle la machine des Avengers, qui lui permet, qui est une sorte d'algorithme qui lui permet de réaliser en fait la meilleure équipe en circonstance en allant chercher dans tous les personnages de l'univers de Marvel. Et ça donne une histoire vraiment assez épique qui va voir dans un premier temps les Avengers combattre les envoyés des Beyonders sur Mars. Du coup, c'est vraiment mortel. Moi, j'adore tout ce que Jonathan Hickman a fait sur les Avengers. Je trouve qu'il arrive à la fois à être hyper épique, intelligent et en même temps très touchant dans certaines histoires. Notamment là, on a la présentation d'un nouveau héros que moi j'aime vraiment beaucoup et qui m'avait pas mal marqué à l'époque de sa découverte. Je dirais juste que No More Cage, plus de cage, pour ceux qui l'ont déjà lu, moi ça m'avait beaucoup marqué. Et donc voilà, qui est une histoire particulièrement épique qui peut vous permettre de rentrer dans l'univers du bon Hickman. Et on continue dans ce tour d'horizon des sorties sur les Avengers en partant un petit peu plus du côté du vintage et des histoires de patrimoine avec la sortie de pas mal d'intégrales liées à l'équipe. On va notamment s'intéresser aux Avengers de 1971 par Roy Thomas, John Buscema et Neil Adams qui va compiler notamment la grande histoire de la guerre Kree-Skrull qui voit les deux plus grandes puissances de l'univers de Marvel s'affronter dans une guerre presque fratricide avec au centre de cette dernière le personnage de Captain Marvel, le premier du nom, qui va tenter de mettre un terme à cette guerre et qui va demander de l'aide à ses amis Avengers sur Terre. Et ça va donner une superbe histoire écrite à l'initiative de Neil Adams, le grand auteur Neil Adams, qui souhaitait par-dessus tout raconter une histoire sur les Avengers et qui va construire cette histoire avec Roy Thomas, qui était le scénariste de l'époque, qui avait rajouté pas mal de choses à l'équipe et qui va s'inspirer de vieux romans de science-fiction pour nous raconter cette guerre vraiment très très épique et qui marquera le Marvel de ces années-là. Également, on va retrouver, on part dans une petite dizaine d'après avec l'intégrale sur l'année 1983 qui revient du coup sur le run de Roger Stern sur l'équipe dont je vous ai parlé juste avant avec État de siège qui va nous montrer pas mal de choses ici aussi, notamment la création du personnage de Monica Rambeau, du coup la deuxième Captain Marvel qui revient après la mort tragique de Marvel et qui est toujours super chouette. Moi je vous dis j'aime beaucoup Roger Stern parce que je trouve qu'il est très humain dans sa manière de présenter les personnages et il y a pas mal de trucs assez cool ici aussi. Donc si vous êtes fan de son style, je vous conseille d'aller mater ces Avengers parce qu'il y a plein de trucs super cool. On part un petit peu plus du côté de la côte ouest avec également une nouvelle intégrale consacrée West Coast Avengers qui se concentre sur l'année de 1987 et 1988, scénarisé par le grand Steve Englehart, créateur de l'équipe un petit peu californienne des Vengeurs qui vont un petit peu se séparer à cause des soucis d'ego de Hawkeye et qui va nous présenter pas mal de choses assez cool, notamment le roman graphique de Empereur Fatalis, qui est un récit, assez culte également, de ces années-là, sur les Vengeurs et chez Marvel, et qui était édité, me semble-t-il, en RCM à l'époque, pour les gens qui ont connu Luke et tout ça. Donc toujours une équipe un petit peu de second couteau, mais qui est assez attachante, et qui justement met en scène des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tant que ça chez Marvel, en tout cas avec un rôle vraiment prédominant. Donc moi je trouve que c'est toujours assez cool, même si l'équipe a pas mal d'aventures assez bizarres et étranges. Mais écoutez, ça fait vraiment l'office et c'est assez cool. Et Steve Englehart est un auteur avec une plume particulièrement acérée. C'est lui notamment qui a écrit la grande saga de l'Empire secret en fait pour Captain America. Donc quelqu'un quand même qui compte et qui a toujours des choses sympas à nous raconter. Et on continue tout de suite avec quelque chose d'un petit peu plus récent, avec le Avengers Zone Rouge, qui ressort tout juste en must-have, signé Jeff Jones et Olivier Coipel. On va retrouver une équipe d'Avengers assez hétéroclite, menée par Iron Man et Captain America, et composée de second couteaux comme le Valet de Cœur, She-Hulk, Ant-Man version Scott Lang, ou encore Black Panther à l'époque, qui était plus ou moins un petit peu secondaire, se retrouver en fait devant une attaque bactériologique qui a eu lieu en fait sur le mont Rushmore, ce grand mont, c'est le grand monument des États-Unis qui reprend les visages des présidents, et un nuage rouge bactériologique en fait est en train de se répandre un petit peu partout sur les États-Unis, et une fois qu'il rentre en contact avec des personnes, il commence à les dévorer petit à petit de l'intérieur, et c'est assez horrible ce qui se passe, et nos héros vont tenter de découvrir ce qu'il en est et de l'arrêter. Cependant, pendant
leur enquête, pendant qu'ils cherchent à arrêter tout ça, ils vont découvrir que le gouvernement américain n'est pas forcément innocent à cette attaque bactériologique et que ce n'est pas forcément un ennemi intérieur qui a fait ça. Et ils vont devoir faire face au gouvernement américain, à la hiérarchie du pouvoir, alors que les Avengers justement sont gérés plutôt par les Nations Unies, et voir un petit peu comment ils vont se dépêtrer un petit peu de tout ça. Ce récit, il est vraiment extrêmement réussi, vraiment un très bon récit popcorn en fait autour des Avengers, scénarisé du coup par Jeff Jones, chose qui est assez originale pour le souligner, car Jeff Jones on le connaît surtout pour avoir été le scénariste, disons, phare de DC Comics durant les années 2000 et 2010, notamment avec Infinite Crisis, Green Lantern, Superman, Teen Titans, etc., etc. Et il est aidé ici par un Olivier Coipel, un tout jeune Olivier Coipel au dessin, qui faisait à peine ses débuts chez la Maison des Idées, et qui s'était déjà fait plus ou moins repérer en travaillant sur la série de la Légion des super-héros chez DC Comics. Et ici, tous les deux, vraiment, ils nous font un récit popcorn, comme Jeff Jones sait si bien les écrire, en mettant l'accent sur les relations entre les personnages, sur les moments vraiment d'émotion, où ils nous montrent comment la Vision et la Sorcière Rouge sont horrifiés par ce qu'il se passe, mais ils doivent gérer un petit peu leur divorce récent, comment She-Hulk doit tenter de collaborer avec le Valet de Cœur, alors qu'ils ont, disons, quelques petites inimitiés, comment Scott Lang fait un petit peu le con, et comment Tony Stark et Black Panther sont assez méfiants l'un de l'autre depuis qu'on a découvert que Black Panther justement a rejoint les Avengers pour les espionner à l'époque. Donc l'équipe est assez, morcelée, mais va devoir quand même faire face avec un Captain America en ligne de mire qui va tout faire pour n'abandonner personne et trouver un remède à ce virus bactériologique, et on va trouver à la fois justement des grandes scènes d'émotion, mais en même temps quelque chose de justement de confrontation plus idéologique, politique. Il y a un côté un petit peu matérialiste en fait dans la manière que Jeff Jones a d'appréhender l'histoire, en nous mettant vraiment en détaillant comment se passe une gestion de crise telle que celle-ci, en fait, en mettant l'accent sur tous les gens autour qui travaillent en plus des Avengers. Il y a tout un enjeu médiatique aussi assez important qui fait pas mal écho à tous les questionnements qu'il y a pu avoir en fait dans la société américaine, justement au début des années 2000, à la suite du 11 septembre. On sent que ce récit-là est très imprégné de cet événement-là, et tout ça est magnifiquement bien mis en scène par un Olivier Coipel qui était déjà très très bon, et qui a une science de la narration vraiment hyper bonne, qui a réussi à iconiser des moments comme personne, et en même temps nous proposer des personnages toujours très expressifs et très vivants. Donc vraiment une superbe histoire que je vous recommande, vraiment un bon blockbuster popcorn très bien réalisé, très intelligent, et avec justement une très bonne écriture des personnages. Donc moi je vous le dis, ne sous-estimez pas Jeff Jones chez DC Comics, parce que chez DC Comics, chez Marvel, excusez-moi, chez DC Comics aussi évidemment, mais chez Marvel, parce que il a eu un petit passage, mais un passage quand même assez inspiré, et qui était chose pas forcément évidente, parce qu'il avait dû prendre le relais après Kurt Busiek, qui avait vraiment mis sa patte de manière très intense sur l'équipe. Donc moi, ce Avengers Zone Rouge, je vous le conseille vraiment plus que tout. Je pense que il risquera de vous plaire si vous avez envie de vous faire vraiment une bonne histoire du début à la fin, qui ne sera pas forcément une grande histoire qui changera la face du comics, mais ça fait partie de ces bonnes histoires qui nous divertissent très très bien, et qui nous font passer un bon moment avec des personnages qu'on adore, et parfois il n'y a pas besoin de plus que ça. Et on continue sur les ouvrages, disons, un peu étranges des Avengers, avec des auteurs cultes de DC qui écrivent les grands héros de la Marvel, avec Avengers Guerre à travers le temps. Une histoire assez récente de l'équipe, mais qui revient dans l'âge d'or un petit peu des personnages, dans l'époque Stan Lee et Jack Kirby, et qui va nous montrer la confrontation entre les Avengers et Kang le Conquérant. Et c'est une histoire vraiment réalisée à l'ancienne, qui rend hommage au début de l'équipe et à Jack Kirby en particulier, écrit par le scénariste Paul Levitz, qui est un très très grand scénariste américain, qui réalise sa toute première histoire pour Marvel, alors qu'il a été pendant une vingtaine d'années directeur éditorial de DC Comics, surtout connu pour avoir réalisé des épisodes légendaires de la Légion des super-héros, notamment la Great Darkness Saga, qui met en scène Darkseid et tout ça, qui est vraiment mortel.
et qui n'avait jamais écrit pour Marvel à plus de 60 ans passés, donc c'est quand même assez marrant de le voir se retrouver sur cette équipe-là, et il est adjoint pour l'occasion par le grand dessinateur Alan Davis, le grand Alan Davis, auteur de Excalibur, des X-Men, des Fantastic Four, etc., j'en passe, et des meilleurs de Justice League Le Clou, qui était ressorti récemment chez Urban, et qui tous les deux vraiment nous présentent un récit à l'ancienne, quoi, vraiment très dynamique, qui mettent l'accent sur la baston, sur les petites interactions vraiment entre les personnages, sur une très bonne caractérisation. Et vraiment, ouais, sur une bonne aventure, quoi. Une histoire vraiment qui cherche pas forcément à nous raconter quelque chose de profond, mais qui cherche à nous passer un bon moment. Et surtout avec un Alan Davis qui se plaît toujours à mettre des petits détails dans ses planches, qui donne beaucoup de vie, je trouve, à l'ensemble, et qui fait vivre ça d'une manière particulièrement chouette, et qui réussit à retrouver l'aspect vraiment charmant et pop des premières aventures de l'équipe. Donc vraiment, c'est super cool. Et si vous n'aviez pas forcément envie de vous taper en fait un petit peu les premières aventures par Jack Kirby et tout ça, un peu vieilli, hein, on est quand même forcé de le reconnaître, et c'est une bonne manière de retrouver toute l'énergie de l'époque, mais avec un scénario et des dessins modernes. Donc vraiment, c'est trop cool. Alors, bien évidemment, comme vous avez sans doute pu le voir dans les pages qu'on a fait tourner, Alan Davis n'est pas forcément à son meilleur, il commence à vieillir évidemment, mais je vous dis, je trouve qu'il arrive toujours à nous montrer tout son talent en fait, et toutes les choses pour lesquelles il est doué, quoi, avec des scènes d'action super lisibles, avec des corps ronds particulièrement bien chouettes à voir interagir, avec une mise en scène très efficace qui se concentre sur l'action et sur l'émotion, et avec des expressions faciales particulièrement réussies et assez espiègle. Donc vraiment, moi, c'est un récit que j'avais adoré. J'adore les débuts des Avengers, notamment la période de Roy Thomas. Et ça me faisait vraiment diablement plaisir de retrouver toute cette belle ambiance avec ce volume-là. En plus, du coup, un petit peu dans l'actualité, hein, évidemment, parce que s'ils affrontent Kang, c'est parce que Kang est le personnage un petit peu phare des prochains films. Donc ça vous permet aussi un petit peu de le découvrir ici. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez les récits vraiment à l'ancienne, allez-y, parce que c'est vraiment génial. Sortons un petit peu des Avengers en tant que tels pour s'intéresser à l'un des personnages les majeurs en fait de l'équipe. Je veux bien sûr parler de la sorcière rouge de Wanda Maximoff qui nous revient ici avec sa toute nouvelle série, la toute nouvelle série continue dédiée au personnage et qui est moi je trouve très réussie et que je vous encourage à aller checker. Le principe en fait de cette série, c'est que Wanda, après tous les bouleversements qui lui sont arrivés, notamment dans les pages assez récentes des X-Men, dû à son tout son passif en fait, avec le jour M, le No More Mutants, ses pétages de câbles, etc. Là, c'est bon, elle a repris un peu du poil de la bête, elle a décidé de se poser et de redevenir une héroïne en bonne et due forme. Et pour ça, en fait, elle a ouvert son propre cabinet de magie dans laquelle elle a créé une sorte de porte qui s'ouvre chaque fois que quelqu'un a besoin d'elle. Du coup, le début de la série va être des petites aventures plus ou moins déconnectées qui vont commencer à nouer un fil un petit peu plus ténu, qui va voir Wanda rendre service à des gens qui ont besoin d'elle, que ce soit des gens qui ont besoin de se débarrasser d'un dictateur dans un pays fictif, ou des personnes du microverse qui ont besoin d'elle pour chasser un mal ancien, ou pour tout simplement passer un moment avec sa belle-fille Vive Vision, qui a des problèmes, disons, de dépression suite à ses dernières aventures, et de renouer aussi un petit peu avec sa sœur Polaris. Donc, du coup, un sommaire assez copieux, assez chargé, disons, en événements différents, mais qui propose quelque chose de vraiment très cool. C'est une série qui est scénarisée par Steve Orlando, qui est un auteur qu'on voit pas mal passer de main en main en fait chez Marvel, chez DC Comics. Il avait été pas mal identifié, notamment en réalisant une série sur le Midnighter pour DC Comics il y a quelques années, qui était particulièrement réussie. Actuellement, c'est lui qui s'occupe de la série sur les Marauders dans Destiny of X, et qui est un auteur, alors qui n'est pas forcément tout le temps méga inspiré, qui n'est pas forcément le meilleur auteur du monde, mais qui, je trouve, ici arrive à trouver la voie assez juste pour une Wanda qui a conscience de ses défauts passés, mais qui souhaite aller de l'avant et qui souhaite justement avoir une attitude un petit peu plus positive, et c'est vraiment assez cool, et c'est sublimé par les dessins de Sarah
et Kelly, qui revient eh bien, sur des intérieurs après quelques années quand même à être assez absente, qui change un petit peu son style. Elle a plus forcément exactement le style qu'elle avait au moment des débuts de Miles Morales dans l'univers Ultimate, mais je trouve que c'est particulièrement élégant, avec des couleurs assez pastel et qui rendent bien, et également avec le bon Russell Dauterman qui a redesigné Wanda Maximoff, du coup l'auteur de War of the Realm, qui lui a, je trouve, renoue pas mal avec vraiment les origines du perso, avec le côté, disons, un peu Rome, un peu magicienne de Wanda, qui marche vraiment du feu de Dieu, et ça fait plaisir aussi de le revoir sur des intérieurs. Donc voilà, moi c'est une série que je vous conseille, qui est très attachante, qui a plein de trucs à nous dévoiler, qui construit des choses un petit peu sur le long terme, donc ça c'est aussi très très cool, et avec un auteur qui a bien compris Wanda, donc moi je vous conseille La Sorcière Rouge, c'est très réussi. Et on termine bien sur ce grand tour d'horizon sur les Avengers avec des ouvrages plus anthologiques qui vont revenir sur le destin de l'équipe, notamment avec une nouvelle édition de Nous sommes les Avengers, la collection découverte de Panini, qui va vous proposer pareil des grands moments de l'histoire de l'équipe pour permettre à tout à chacun de s'y lancer, avec un beau travail éditorial avec des articles qui reviennent sur le contexte de création des histoires. Donc on retrouve évidemment la première confrontation entre les Avengers, on retrouve la naissance de la Vision et de Ultron, on retrouve la première confrontation avec Thanos pour le cube cosmique, on voit l'arc qui voit Wanda devenir complètement folle suite au décès de ses enfants, et on va sur des choses beaucoup plus modernes, sur Avengers la séparation, sur les West Coast Avengers, sur les Young Avengers, etc. etc. Donc un bon panel pour qui souhaite voir un peu l'équipe. Et on a aussi deux ouvrages pareil à petit prix anthologiques, le Marvelverse Avengers et le 3e volume des icônes de Marvel, qui pareil vont chercher dans les grands classiques de l'équipe pour permettre de retrouver pas mal de trucs pour les gens qui aiment un petit peu ce petit format. Et enfin, on termine cette vidéo avec un ouvrage qui n'est pas dédié aux Avengers, le seul de cette semaine, mais qui nous présente quand même un grand classique de la Maison des Idées. Je veux bien sûr parler de X-Men Days of Future Past, ou Futur Antérieur, comme ils l'ont traduit ici. Du coup, la deuxième grande saga des X-Men, signée Chris Claremont et John Byrne, qui voit l'équipe être confrontée à un futur alternatif dans lequel les Sentinelles ont réussi à exterminer tous les mutants, et où seulement quelques petites poches de résistance existent, et comment pour empêcher ce futur d'advenir, Rachel Summers, le Phénix, va envoyer un message dans le passé et va permettre en fait à Kitty Pryde de remonter dans le temps pour tenter de justement d'empêcher tout ça d'advenir. Donc pareil, un récit assez culte qui arrive à un moment charnière de l'équipe, car c'est juste après la saga du Phénix Noir, qui avait vu Jean Grey décéder, se sacrifier pour empêcher le Phénix de détruire l'univers, et qui va beaucoup marquer l'équipe de manière intime, et qui va surtout voir le départ de Cyclope, qui va être déprimé après tout ça, et qui va tenter de se ressourcer un petit peu plus. Donc voilà, pareil, un grand classique, je pense que vous le connaissez, je ne vais pas forcément élucubrer pour beaucoup, mais il est de nouveau disponible en must-have, si vous vouliez le faire découvrir peut-être à des proches pour les lancer dans les X-Men. Si vous-même vous aviez lu ça il y a bien longtemps et vous souhaitiez vous le reprendre dans une belle édition, il est là avec cette couverture complètement mythique. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et vous aura donné envie de vous plonger dans l'histoire des Avengers pour célébrer fièrement les 60 ans de cette grande équipe. Avec notamment cette nouvelle collection à petit prix. Comme vous avez pu le comprendre, moi je trouve que la plupart des récits, même tous les récits sont vraiment super cool. Moi, ceux que je vous recommande vraiment en priorité, c'est Avengers État de siège, qui est vraiment une des histoires les plus cultes et les meilleures, je trouve, avoir été racontées sur l'équipe. Également, les Dark Avengers de Bendis, c'est vraiment mortel, et je pense que vous serez beaucoup à vous régaler avec cette histoire-là. Moi, dans cette collection-là, c'est vraiment les deux que je vous conseille le plus, mais ils sont tous mortels. Et dans les ouvrages plus récents, disons, qui sont sortis, le Avengers Zone Rouge est vraiment un très bon divertissement si vous avez envie juste de vous lire un bon one-shot sur l'équipe. Et comme je vous l'ai raconté, moi j'ai beaucoup d'attachement pour cette nouvelle série sur la Sorcière Rouge, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce qu'elle est vraiment somptueuse. Pour retrouver tout ça, c'est évidemment dans le descriptif de la vidéo que ça se passe.
ou en nous rendant visite au 49 rue Lacépède à Paris. On a très hâte de vous voir pour parler de tout ça avec vous et pouvoir philosopher des heures sur le destin des Avengers dans les comics. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, nous racontez-vous quelles sont peut-être vos sagas préférées des Avengers. Moi, ça m'intéresse de savoir quels ouvrages vous allez prendre en priorité, quelles nouvelles collections, lesquelles vous intéressent le plus. Dites-moi tout, vraiment, je veux tout savoir. N'hésitez pas en plus à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.